Ça y est, ça se lance. Alors, bonjour tout le monde, je pense que c'est bon, on peut commenter. Euh, alors, on est aujourd'hui dans le cadre d'une présentation d'une étude qui a été menée donc, par le bureau d'études Aquabio, Frédéric Labat et son équipe. Et le travail donc, se fait sur les mares. Donc, les mares ont un intérêt écologique reconnu en termes d'environnement. Ça reste cependant le milieu qui est le moins bien étudié au niveau des différents milieux existants sur la planète, en particulier leur fonctionnement. On a des informations sur la connaissance qui vit à l'intérieur d'une mare, mais on a beaucoup moins d'informations sur comment fonctionne une mare, et encore moins dans les milieux tropicaux. Pour pouvoir évaluer leur niveau d'altération, leur fonctionnement et du coup l'intérêt de les conserver, on peut utiliser ce qu'on appelle un bioindicateur qui va permettre de définir si la mare elle est en bonne ou en mauvaise santé. Ce bioindicateur, la plupart des temps, du moins pour les mares, est basé sur les macrophytes et les macroinvertébrés. En 2021, donc, Frédéric et l'équipe d'Aquabio ont déposé un dossier à l'appel à projet scientifique du Parc national de la Guadeloupe. Ce dossier a été retenu et l'étude a duré 26 mois. Donc, les résultats ont été rendus en fin d'année 2022. Et je laisse la main du coup à Frédéric qui va vous présenter donc les résultats de l'étude. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter le bilan de ce fameux projet. Donc je vais présenter brièvement Aquabio. Donc Aquabio, c'est une société coopérative. On a une centaine de collaborateurs, donc 80% d'associés à peu près. On a un statut un petit peu particulier pour les scopes puisqu'on est obligé de s'associer quand on signe notre CDI. On a 2 ans pour s'associer. On est historiquement spécialisé dans l'évaluation des milieux aquatiques, principalement pour la directive 4 sur l'eau, et on dérive un petit peu sur des sujets comme l'hydromorphologie, la maîtrise d'œuvre, la gestion des plantes exotiques envahissantes, et depuis 2012, la recherche. On ne travaille pas en Guadeloupe, on travaille exclusivement en métropole, donc c'était un petit peu exceptionnel que l'on se déplace sur votre territoire. Donc, je me présente également, donc je suis docteur en écologie aquatique. Ma spécialité, c'est le fonctionnement des mares et des étangs et la bioindication des écosystèmes aquatiques. Je suis aussi naturaliste, avec une spécialité forte sur les invertébrés aquatiques et les diptères, aquatiques ou pas. Et je suis vaguement botaniste, j'ose pas trop le dire parce que j'ai quand même pas le niveau de vrai botaniste, hein. Je fais de la botanique uniquement de milieu aquatique. Donc je suis venu en Guadeloupe, notamment parce que j'ai de la famille qui vit en Guadeloupe de temps en temps. Et donc je connaissais un petit peu le territoire, sinon j'aurais pas osé demander, enfin déposer un appel à projet sur un territoire que je ne connais pas du tout. Ça aurait été un petit peu gonflé. Donc l'idée, les objectifs de ce projet, c'était de mieux connaître et faciliter la connaissance des mares et des étangs de Guadeloupe. Donc pour ça, il fallait qu'on mette en place un échantillonnage efficace et représentatif des sites, parce qu'on ne pouvait pas échantillonner tous les sites présents en Guadeloupe en si peu de temps. La pièce principale du projet, c'était de proposer une clé d'identification des invertébrés de Guadeloupe pour que les personnes qui travaillent sur la Guadeloupe, c'est-à-dire pas nous, du coup, puissent travailler plus facilement. Puisqu'aujourd'hui, enfin, avant notre projet, il y avait déjà une clé d'identification qui existait, mais uniquement pour les cours d'eau. Il manquait quasiment tous les invertébrés de mare. Et une autre idée que nous avions, c'était d'utiliser, mais ça c'était plus après le projet, les données produites pour mieux comprendre le fonctionnement des mares et des étangs et, si possible, développer un indice. Bon, on savait que le jeu de données allait être petit, que ça allait être compliqué. Bon, ça l'a été. Je vais pas vous divulgacher, mais si je peux le faire. Je n'ai pas réussi à développer un indice. Je suis un petit peu pénible au niveau de la validation statistique de ce type d'outil et disons que voilà, j'ai beau traiter les données dans tous les sens, j'ai rien obtenu de vraiment robuste. Donc j'ai essayé de valoriser les données d'une autre manière, ce que je vous montrerai tout à l'heure. Donc déjà,
qu'est-ce que c'est que des macrophytes et des macro-invertébrés? Donc les macrophytes sont les végétaux visibles à l'œil nu avec une forte affinité à l'eau. Donc ça peut être des spermaphytes ou des ptéridophytes. Des bryophytes, c'est-à-dire les mousses. Bon, là, en l'occurrence, sur les mers de Guadeloupe, je n'en ai pas trouvé. Et les caracées, qui sont des algues complexes, avec des cycles de vie un petit peu plus longs que les autres algues que l'on peut observer dans ces milieux. Ensuite, les macro-invertébrés, ce sont les invertébrés visibles à l'œil nu, donc ça peut être divers insectes, des mollusques, des crustacés et d'autres petits groupes comme des bryozoaires ou autres, ou des méduses. Enfin, il n'y en a pas en Guadeloupe, des méduses d'eau douce. Donc pourquoi ces deux compartiments? Parce que d'une part, pour les macrophytes, ben, ils sont au centre de boucles de rétroaction qui régissent le bon fonctionnement des mares et des étangs. Donc là, c'est un exemple très simplifié de ce que l'on peut observer sur les mares et les étangs, que ce soit tropical ou pas tropical. Donc par exemple, euh, en prenant une toute simple, les macrophytes consomment des nutriments, ce qui empêche le développement du phytoplancton, en tout cas qui le limite. Donc le milieu est moins turbide. Comme il est moins turbide, les végétaux poussent plus, et ainsi de suite. Donc on a une boucle vertueuse. Donc on a tout un tas de boucles vertueuses qui peuvent devenir non vertueuses si jamais, par exemple, on apporte trop de nutriments, il va y avoir plus de phytoplancton, il va y avoir plus de turbidité, il va y avoir moins de macrophytes, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle des basculements, avec soit un état clair, donc riche en macrophytes, qui est considéré en général comme fonctionnel, soit un état turbide, donc riche en phytoplancton, et qui en général pose problème et beaucoup plus pauvre en termes de biodiversité. Les invertébrés sont intéressants, notamment parce que ce sont des stabilisateurs du système. Ils ont de nombreux régimes alimentaires. Ce sont des top prédateurs en l'absence de poissons, c'est-à-dire qu'ils vont manger un petit peu tous les autres animaux qui vivent dans la mare. Ce sont aussi des exportateurs de matière organique et d'énergie, parce qu'une partie, principalement les insectes, lorsqu'ils deviennent adultes, ils sortent du système et ils servent de nourriture pour tout un tas d'êtres vivants qui sont terrestres. Et donc ils sortent aussi, ils exportent une partie de la matière, donc comme ils l'exportent, les milieux ont tendance à se combler moins rapidement. Ça peut paraître négligeable, mais ça ne l'est pas du tout, ça représente des biomasses qui sont très importantes. Ce sont aussi des régulateurs du phytoplancton et du périphyton, donc en plus des plantes, quand il y a des invertébrés, ces invertébrés-là vont manger du périphyton et du phytoplancton, donc ils vont contribuer à l'équilibre du système. Voilà pour les grands principes théoriques. Ensuite, pour l'échantillonnage, on a utilisé des protocoles qui ont été optimisés pour récolter le maximum d'informations écologiques en un minimum de temps. Donc, c'est des protocoles que j'ai développés avant ma thèse et que j'ai validés pendant ma thèse. Euh, euh, donc, ils ont été appliqués sur près de 400 plans d'eau de 1 mètre carré à 50 hectares. Donc, ils sont extrêmement flexibles et ils sont reproductibles. Et on a également mesuré les pH et la conductivité. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les protocoles de la directive cadre, qui sont plutôt adaptés au grand milieu, ce sont des protocoles qui vont chercher principalement la représentativité et évaluer l'état de la qualité de l'eau, on va dire, ce qui n'est pas suffisant si on veut évaluer des mares et les étangs, puisqu'il y a des problématiques de conservation que les plans d'eau de la directive cadre n'ont pas. Donc, on est obligé d'avoir je vais y arriver, des échantillonnages qui sont plus exhaustifs, euh, entre autres. Donc, en plus d'avoir des protocoles qui étaient rapides, représentatifs et reproductibles, il fallait choisir les sites. Et donc, pour ça, on a mis en place une méthode statistique. Donc, d'abord, on a récupéré des listes de plans d'eau disponibles, notamment la baie des cartes au plan d'eau, et des données mollusques qui nous ont été fournies par la faculté de Toulouse, qui suivent les mollusques sur la Guadeloupe. Donc, on avait mis 611 sites potentiels. Donc, avec ces 1611 sites potentiels, on a réalisé une classification statistique selon la géologie de surface, l'altitude et l'occupation du sol, ce qui nous a permis de définir des groupes. Et au sein de ces groupes, eh bien, on a fait un échantillonnage aléatoire, ce qui nous a permis d'avoir, avant de partir en Guadeloupe, 53 sites potentiels.
site qu'on a validé notamment avec Marie. Nous sommes donc arrivés en Guadeloupe et on a fait un échantillonnage qu'on a essayé de faire le plus représentatif possible, donc avec une validation sur le terrain. Il fallait que les sites soient accessibles, forcément, s'il n'était pas, c'était pas possible. Et quand on est arrivé, en particulier sur Grande-Terre, sur une très grande majorité de sites qui se ressemblaient tous, qui étaient très dégradés, on peut le dire, ben, on a été obligé d'aller chercher ailleurs. Donc on a contacté des riverains qu'on rencontrait sur le terrain, on a contacté aussi Biotope qui faisait un inventaire de la biodiversité des mares sur les communes de Sainte-Anne et de Saint-François. Et donc ils nous ont conseillé des sites, ce qui nous a permis de compléter un peu les choses et d'avoir un petit peu plus de diversité que ce que notre échantillonnage permettait à l'origine. Donc à la fin, on a échantillonné 26 sites. Donc si on regarde les résultats qu'on a obtenus, sur les macrophytes, je vais être assez bref parce qu'il n'y a rien de véritablement transcendant. Les résultats qu'on obtient sont semblables aux études du professeur Jérémy. Donc le professeur Jérémy, il avait étudié les mares, enfin les communautés de macrophytes des mares de Guadeloupe il y a plusieurs décennies, avec un jeu de données beaucoup plus massif que nous. Mais on obtient des choses qui sont tout à fait équivalentes, avec des conclusions aussi qui semblent les mêmes, parce que le professeur Jérémy il avait souligné qu'il y avait une très forte variabilité temporelle des communautés de macrophytes, et que le relevé ponctuel qu'on a réalisé était probablement impropre au diagnostic, ce qui peut expliquer aussi pourquoi j'ai pas obtenu grand-chose avec les macrophytes quand j'ai voulu développer un indice. Donc en tout, on a identifié 85 taxons. Le parc national, en tout cas les étangs qu'on a suivis, ce sont des milieux qui ont l'air plutôt singuliers par rapport à la globalité de notre jeu de données, avec des végétations type de forêt tropicale humide et des milieux assez riches, mais ça c'est plus lié à la superficie des plans d'eau qu'on a échantillonnés, parce que c'est l'étang Zombie, le grand étang, hein. Voilà, c'est pas des petits milieux. Et on a identifié cette communauté type. Donc là, j'ai mis des points d'exclamation parce que normalement, pour identifier des communautés types, quand on est rigoureux d'un point de vue scientifique, on ne mélange pas des sites dégradés et des sites non dégradés. Normalement, on fait ça que sur des sites qui ne sont pas dégradés. Parce que les sites dégradés brouillent les facteurs environnementaux, l'effet des facteurs environnementaux. En tout cas, il semblerait que la conductivité soit déterminante. Donc la conductivité, c'est la combinaison entre la géologie et les influences marines. Bon, ça, c'est ce qu'a trouvé exactement le professeur Jérémy, donc il n'y a pas de surprise. Pour les invertébrés, donc le livret principal, c'était la clé d'identification. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne concernait que les cours d'eau en 2014, cette précédente clé. Donc on a développé une nouvelle version avant de venir échantillonner en Guadeloupe, et on l'a validée et complétée par les invertébrés qu'on a capturés sur les mares. Donc laquelle elle est principalement au genre, et elle est disponible librement sur Internet. Donc on a notamment ajouté 13 genres d'odonates, puisque dans cette clé, ce qui était un peu cheap, il en manquait pas mal. Et on a révisé finalement la clé des exuvies de Murger et Picard, qui était utilisable pour les exuvies, mais qui n'était pas trop pour les larves. Bon, c'est une problématique récurrente sur les larves d'odonates. Il y a quasiment aucune clé valable pour les exuvies qui est valable pour les larves. C'est pas propre à la Guadeloupe. On a également rajouté 5 genres d'hétéroptères, hémiptères, donc tout ce qui est punaise d'eau, et on a rajouté 34 genres de coléoptères, donc des scarabées aquatiques. Et on a également corrigé, fait d'autres ajouts sur cette clé historique des cours d'eau. Alors, parmi les données qu'on a récoltées, même si la clé est au genre, nous on est allé à l'espèce autant que possible, on a identifié 26 nouveaux taxons, principalement des espèces, pour la Guadeloupe, et souvent aussi à l'échelle de la France. Donc il y a globalement très peu d'endémismes strictement guadeloupéens. Donc ça, c'est pas véritablement une surprise parce que les invertébrés aquatiques, ils ont développé des stratégies de dispersion qui leur permettent vraiment de se déplacer dans l'espace sur de grandes distances et de manière assez massive. Donc voilà, il y a pas de surprise. La plupart des invertébrés qu'on a trouvés, ils sont présents sur tout l'archipel, et notamment euh, à Cuba, où il y a pas mal d'études, il y a pas eu plus d'études sur les invertébrés aquatiques.
mais on peut retrouver la plupart de ces espèces aussi au Mexique ou en Floride. Donc on a en particulier donc un bryozoaire, deux espèces de sangsues, 9 espèces de coléoptères, 8 hémiptères, 3 diptères, 2 lépidoptères, là au genre, et un odonate. Donc ça c'est un petit peu un peu exceptionnel. On s'attendait pas du tout à trouver une espèce d'odonate non signalée de Guadeloupe, vu que c'est quand même un groupe qui est très étudié. Donc on a identifié 143 taxons avec des milieux probablement faussement singuliers pour le parc national, parce qu'ils se distinguent surtout les invertébrés des plans d'eau du parc par des espèces qui se retrouvent aussi pas mal dans les cours d'eau. Mais il semblerait quand même que l'étang Madère soit très original, et notamment par le biais de ces deux espèces, donc l'Iodecius noviafinis, qui est un petit coléoptère aquatique, qui est caractéristique a priori, mais l'écologie est très mal connue, plutôt de petits ruisseaux à faible écoulement. Donc il n'est pas exclu qu'il y en ait ailleurs dans des milieux qui ne sont pas du tout suivis en Guadeloupe. Et donc le fameux Odonate Ginacantha nervosa, qui est une espèce forestière crépusculaire. Donc forcément, il y a très très peu de personnes qui vont à l'étang Madère au crépuscule. C'est un peu compliqué. Donc, ce qui peut expliquer pourquoi elle n'avait pas encore été trouvée, d'autant qu'il y a très peu de plans d'eau ombragés en Guadeloupe. Donc, on aurait 3 communautés types. Donc là encore, à prendre avec précaution, puisqu'on a mélangé des milieux moins dégradés et des milieux assez dégradés, et avec des tendances qui sont pas très claires. À un moment où on a rendu notre rapport, on savait pas trop si ces communautés étaient liées à l'influence de l'eau douce contre des milieux un petit peu plus halins avec des influences marines. Est-ce que c'était lié tout simplement à l'état des plans d'eau, quand il y avait des herbiers et quand il n'y en avait pas, ou si c'était associé à la présence de poissons exotiques, puisqu'il y avait beaucoup de poissons exotiques dans les plans d'eau qu'on a échantillonnés. Donc ça, c'est en gros les résultats qu'on a fournis au parc. Et comme je voulais pas rester là-dessus, j'ai continué à travailler sur le sujet. J'ai voulu valoriser les données. Et après m'être cassé les dents sur le développement des indices, ben, j'ai décidé de m'intéresser eh bien, à l'influence des poissons exotiques sur les communautés d'invertébrés. Donc la publication est en préparation. Je l'ai coécrit avec un universitaire de l'université de Metz. Il était à Metz, il est plus à Metz. L'université de Strasbourg. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé les poissons en 2 types. Et même si on a croisé d'autres poissons exotiques, c'était vraiment les 2 groupes les plus fréquents. Les poecilidés, donc tout ce qui est golomine, guppy, xipho, et les tilapias. Donc pour faire cette analyse, j'ai travaillé sur 24 sites et non 26. J'ai exclu 2 sites qui étaient vraiment de la mangrove pure, avec des conductivités qui étaient similaires à ce qu'on observe dans l'océan. Donc ça servait un petit peu à rien, ça brouillait le jeu de données. Sur ces 24 sites, on a 6 sites sans poissons, 10 sites avec poecilidés et 8 sites avec poecilidés et tilapia. Donc avec ce jeu de données, on ne peut pas arriver à identifier l'impact du tilapia seul, puisque à chaque fois qu'on a eu du tilapia, on avait aussi des poecilidés. Donc ce qu'on a réussi à montrer, même si cette analyse est un petit peu brouillonne, euh, on a montré qu'on a un impact fort des poissons sur la composition, en faisant une anosine, c'est une analyse stat qui permet d'évaluer si les différences sont significatives entre groupes. Mais on a montré qu'elles étaient faibles, mais qu'elles étaient significatives. Donc là, si on voit quand même qu'on a plutôt les sites verts, donc qui sont avec tilapia et poecilidés, qui sont plutôt au milieu. Les sites qui sont bleus, c'est ceux qui sont avec des poecilidés uniquement, ils sont plutôt à droite. Et les sites qui sont sans poissons, ils sont plutôt à gauche. Donc a priori, notre hypothèse de départ, avant de faire les travaux, qu'il y avait potentiellement une forte influence des poissons, elle est validée. Mais c'est clair qu'il n'y a pas que les poissons qui expliquent les communautés sur les mares de Guadeloupe. Ensuite, si on s'intéresse à la diversité zeta, en gros, la diversité zeta, c'est les taxons qui sont en commun ou différents en fonction des 3 groupes. On constate pas de différence. Il y en a forcément, mais on n'a pas, il y a pas de tendance nette qui indiquerait que quand il y a des poissons, c'est moins riche, par exemple.
Et si on regarde ce qui se passe au niveau des richesses et d'indices de diversité divers, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence significative entre les mares qui n'ont pas de poisson, donc les fishless, et celles avec les poecilidés, donc P ou tilapia plus poecilidés, T plus P. Même si on a l'impression qu'il se passe quelque chose avec des valeurs un petit peu plus basses, souvent, c'est pas statistiquement significatif. Toutefois, on a fait d'autres analyses que je ne présenterai pas ici parce qu'elles sont un peu plus complexes, qui suggèrent qu'il y a bien un impact, mais il est faible. A priori, il y a bien un impact, disons que les milieux sont un petit peu moins riches et un petit peu moins diversifiés quand il y a des poissons. Si on regarde ce qui se passe sur les abondances, par contre, les tendances sont beaucoup plus nettes. Donc sur les abondances totales, statistiquement, il n'y a pas de différence, même si on voit qu'il se passe quelque chose. C'est pas, voilà, c'est pas significatif. Par contre, sur les coléoptères, ici, sur les odonates et sur les hémiptères, c'est très très net. On a un effondrement, mais vraiment ce qu'on peut appeler un effondrement des abondances. Donc là, on a un impact très très fort des poissons sur ces trois groupes. Et si on s'intéresse au réseau trophique, donc le réseau trophique, on a regardé ce que mangeaient les invertébrés et s'ils étaient capables de se disperser. Et ce que l'on constate, c'est qu'on a une explosion des mangeurs de microalgues, donc c'est ici, quand il y a des poécididés, et une diminution des mangeurs de micro-invertébrés et des invertébrés, et une diminution aussi des invertébrés à dispersion aérienne. Et le tilapia, il semble compenser une partie de l'impact des poécididés, en tout cas quand ils sont en présence ensemble. Donc ça, c'est lié à une combinaison complexe d'effets. Alors, il y a des effets de compétition et de prédation. Donc, en particulier sur les odonates, on a constaté que les odonates qui étaient les plus impactés, c'était les odonates à ponte libre. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que les odonates qui pondent librement dans l'eau, ben, en fait, vous avez les poécilidés qui sont en stand-by sous la surface et dès qu'ils voient un œuf passer, ils le bouffent. Donc, ben, c'est eux qui sont le plus impactés, alors que les odonates qui pondent sur les feuilles ou dans la végétation, eh bien, ils sont un peu plus épargnés par les poécilidés. Chez les hémiptères, les groupes les plus impactés, ce sont les hémiptères qui finalement font un peu la même chose que les poecilidés, qui restent en station dans l'eau et qui chassent la même chose que les poecilidés. Donc on a probablement principalement un effet de compétition et un petit peu de prédation. Donc avec des poissons qui mangent peut-être les individus les plus petits. Et ensuite sur les autres groupes, que ce soit d'autres hémiptères ou les coléoptères, ce serait un mélange de compétition et de prédation. Ajouter à cela un phénomène d'eutrophisation. Il faut savoir que les poissons, quand on sont présents dans les plans d'eau, bon, ils excrètent des nutriments et ça a tendance à augmenter l'eutrophisation de ces milieux, ce qui peut expliquer la fameuse explosion des invertébrés qui mangent les microalgues. Et ensuite, concernant la compensation, l'effet compensatoire du tilapia quand il est en présence des poecilidés, là, ça doit être extrêmement complexe. Il doit y avoir à la fois de la compétition, puisqu'ils mangent un petit peu la même chose, des effets de prédation, parce que les tilapias peuvent manger un petit peu de poecilidés quand ils sont petits, et aussi des modifications comportementales, puisqu'il y a des papiers qui montrent que quand les poecilidés sont en présence de prédateurs, ils sont moins actifs. Donc ces résultats, ils mettent en évidence qu'il y a un très fort enjeu des sites sans poissons, en tout cas les sites permanents sans poissons, puisqu'on n'a échantillonné que des sites permanents ou quasi permanents. Ce sont des zones refuges majeures, avec des puits abondants d'espèces indispensables au bon fonctionnement des mares et du réseau de mares. Ce sont des sites qui sont très rares à l'échelle de la Guadeloupe, parce que les poécidés, on les trouve vraiment partout, dans des situations même assez improbables, avec des conductivités quasi marines et des températures qui dépassent les 40 degrés. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment résistant. Et voilà, en gros, ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails. Dans quelques jours, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce que vous avez des questions, vous? Vas-y. J'avais une question
C'est pas possible de descendre à l'espèce. Pourquoi c'est pas possible de descendre à l'espèce pour un certain nombre de taxons? Je suis pas sûr de comprendre la question. La détermination de l'espèce. Ouais, sur la détermination, est-ce que vous êtes arrêté au genre sur un certain nombre de taxons? Ah, alors la majorité des taxons, on est allé à l'espèce. Là où on n'est pas allé à l'espèce, c'est notamment ben, les crambidés, là, les lépidoptères aquatiques, tout simplement parce que en fait, il y a personne qui sait le faire dans la littérature, c'est pas possible. Il y a pas de critères qui permettent de différencier ces individus au genre, à l'espèce. Voilà, en général, quand je l'ai pas fait, c'est vraiment que c'était pas possible. Il y a encore des groupes voilà, alors soit c'est parce que la littérature le permet pas, parce qu'ils sont pas assez étudiés, soit parce que bah, tout simplement il n'y a pas de différence euh, visible, parce qu'on a affaire à des larves. Il n'y a pas de différence visible qui permette de les différencier. Il faudrait faire de l'ADN en fait. C'est le cas par exemple des diptères aussi. Il y a quasiment tous les diptères qu'on a trouvés, comme ils étaient à état larvaire, sauf quand c'était des genres monospécifiques, eh bien, on est resté au genre, voire à la famille. Et moi, j'ai une deuxième aussi sur le,